Bienvenue à tous dans le Talk Afrique sur Medi 1 TV Afrique. L'Afrique a été frappée par une série de coups d'État qui menacent de la ramener aux années 1980 et à l'ère des régimes militaires. Le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, le Soudan et le Mali ont tous vu leur gouvernement renversé et remplacé par une junte militaire. Quel impact direct ou à long terme des coups d'État sur la démocratie et le développement de l'Afrique? Les réponses dans cette émission. Et pour en parler, nous recevons Émile Bella-Kwaku. Il est consultant développement international, spécialiste en coopération au développement. Émile Bella-Kwaku, bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'avoir sur votre plateau. Quel est votre regard sur ces différents coups d'État dans la sous-région, les plus récents d'ailleurs? Écoutez, je crois qu'on devrait s'en inquiéter parce que depuis des années, ou du moins les dernières années, on a constaté que la plupart des coups d'État qui ont été effectués, notamment pour la zone Afrique de l'Ouest, ont été faits de manière successive. On a pensé au bout d'un moment que les coups d'État avaient plus ou moins diminué et qu'on a amorcé un processus démocratique qui allait nous conduire vers, si vous voulez, un développement possible total de l'Afrique. Le travail fait par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a apporté un résultat. Et malheureusement, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y a une régression. Et on aura le temps... Cela se justifie par plusieurs raisons, dont on en parlera certainement tout à l'heure. Effectivement, on aura le temps d'en parler. Vous parlez de processus dans le domaine de la démocratie. Nous recevons M. Bly Marius, il est historien, spécialiste du processus démocratique et de la coopération militaire. Bienvenue sur notre plateau. Oui, merci monsieur de me recevoir. Nous en saurons davantage sur le processus et votre avis surtout sur le processus démocratique en Afrique. Lorsqu'on parle de coopération militaire, quels sont quelques aspects qui sont pris en compte? Oui, quand on parle de coopération militaire, on parle de sécurité intérieure des États, on parle également de relations entre États, et quand on parle de coopération militaire, on parle de sécurité internationale. D'accord. Regardons le processus démocratique en Afrique. Avec les récents coups d'État, Émile Bella-Kwaku, est-ce qu'un coup d'État, un coup de force dans un pays est un élément majeur pour dire qu'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur de ce pays? Ça contribue à fragiliser la démocratie, le processus démocratique dans un pays. Je dis processus parce que la démocratie est un processus, il faut chaque fois des étapes, il faut renouveler les institutions, les lois, il faut s'assurer de leur application, ainsi de suite, pour que ça puisse se stabiliser. Donc le coup d'État est un élément majeur pour fragiliser ce processus-là, dans la mesure où le coup d'État qui intervient, au bout d'un moment, vient interrompre ce processus. Les institutions, une fois que le coup d'État intervient, les institutions sont dissoutes, l'Assemblée nationale est dissoute, la Constitution est mise en suspens, ainsi de suite. Donc vous voyez que à partir de ce moment-là, tous les éléments qui contribuent à renforcer la démocratie dans l'État sont mis à mal. À partir de ce moment-là également, on peut comprendre, on peut conclure que effectivement le coup d'État constitue des éléments majeurs qui constituent donc à compromettre la démocratie dans un État. Parlons des institutions, on parle d'institutions fortes, d'hommes forts. Monsieur Bly, est-ce que nos institutions sont fortes? Nos institutions ne sont pas fortes, le coup d'État le démontre. Si les institutions étaient fortes, on n'allait pas avoir de coup d'État. Vous savez qu'aujourd'hui, nous constatons au fur et à mesure en Afrique que les institutions sont mises là. Elles sont un miroir qu'on ne va jamais regarder. Alors que quand on regarde notre miroir, l'objectif, c'est de pouvoir s'améliorer, se bonifier, de sorte à présenter son plus beau modèle. Mais nous avons malheureusement des institutions qu'on ne va jamais écouter, qu'on ne va jamais respecter. Et au bout de la ligne, nous avons des coups d'État. Et voici ce qui se présente aujourd'hui en Afrique. Pourquoi les militaires de plus en plus s'intéressent et davantage au pouvoir? Est-ce l'échec des civils? Bien évidemment, on peut parler, on peut voir sous cet angle dans la mesure où les politiques, du moins les acteurs politiques qui mettent en œuvre le processus de développement ou le processus démocratique échouent au bout d'un moment. Je parle d'échec parce qu'on s'attend à ce qu'un résultat soit atteint au bout d'un moment. Et puis, on se rend compte que malheureusement, ce résultat n'est pas atteint. Mais non seulement cela, on se rend compte d'une nécessité ou du moins d'un désir de ceux qui ont été les acteurs civils ou politiques qui ont été donc installés de pouvoir s'éterniser au pouvoir. À partir de ce moment-là, les militaires prennent la décision de pouvoir se substituer au pouvoir qui est mis en place, donc pouvoir occuper la place.
Donc les militaires conçoivent ça de cette façon, mais en même temps, il ne faudrait pas non plus saluer cela. Les coups d'État de quelque nature que ce soit, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas justifiés pour pouvoir maintenir l'État. Parce qu'un coup d'État, il faut le dire, entraîne beaucoup de conséquences. On en parlera certainement, mais déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le coup d'État il est fait, comme je l'ai dit tantôt, les institutions sont suspendues et le processus de développement est interrompu. À partir de ce moment-là, on ne peut pas saluer le coup d'État, quelles qu'en soient les raisons. Donc il faut y aller autrement. D'accord. Sur la même question, le pourquoi les militaires s'intéressent de plus en plus au pouvoir. Et lorsqu'on parle de transition, on a du mal à définir une période de transition, on en parlera certainement tout à l'heure. Depuis l'indépendance en Afrique, les militaires ont toujours été les arbitres. Les militaires sont toujours intéressés au pouvoir. Vous allez remarquer que Mobutu va tomber. Vous allez remarquer que déjà Lumumba va tomber. Vous allez remarquer au Bénin l'arrivée de Mathieu Kérékou. Vous allez remarquer au Togo, le père Yassine Bey. Vous allez remarquer au fur et à mesure, l'Afrique va retenir que les militaires ont arbitré la politique. Ils ont arbitré et ils ont dirigé les États. Voici la réalité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent? C'est parce qu'ils n'ont jamais quitté le pouvoir. En réalité. Ils n'ont jamais quitté le pouvoir en réalité. Les militaires, aujourd'hui, ont dirigé l'Afrique. L'exemple du Bénin que tout le monde a comme modèle de démocratie part du renforcement des compétences à partir de la conférence nationale qui met en place un militaire qui arrive au pouvoir en 1972, celui de Mathieu Kérékou. Le modèle va être copié. Le Congo, le Niger, le Tchad, tout le monde va passer aux conférences nationales. Pourquoi? Parce qu'on se dit que le modèle béninois qui a fait naître une démocratie, une alternance politique, une alternance pacifique. Et à partir de ce moment, tout le monde va viser cette alternance pacifique. Voici ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et les militaires, au fur et à mesure, prennent le pouvoir dans tous les États africains, pour ne pas dire la plupart. Sous le regard. Mais pour ajouter déjà à ce qu'il dit, qui est d'ailleurs important, au niveau, en termes de rôle de l'intervention des militaires, l'ancien président Nicéphore Séglo du Bénin disait que, c'est une citation, il disait que les militaires, vous leur faites appel quand vous avez besoin d'eux, et quand ils se rendent compte de leur pouvoir, de leur puissance, ils vous enlèvent et puis ils s'éternisent au pouvoir. Donc c'est ce qu'on constate en Afrique ici. Lorsqu'un chef d'État il est élu, et dans son désir de pouvoir s'éterniser au pouvoir, ce qui est malheureux, il fait appel aux militaires, et donc pour renforcer son pouvoir. Et donc on assiste à des pouvoirs militaires qui sont en quelque sorte politiques, mais militaires qui s'appuient sur les forces militaires. Et au bout d'un moment, les militaires se rendant compte de leurs forces, bien évidemment, vont prendre des décisions, et c'est ce qui a conduit à cela. Donc on fait appel, et comme il a dit, les militaires gèrent le pouvoir avec les politiques, et ça c'est triste en fait. Entrons dans l'impact des coups d'État sur plusieurs aspects, notamment sur l'aspect démocratique. Comment peut-on ressentir l'impact de tous ces coups d'État-là sur la démocratie? À plusieurs niveaux. Au niveau politique, on va constater qu'il y a l'échec des politiques. L'échec des politiques est à l'origine du coup d'État. Vous voyez, quand les intellectuels arrivent au pouvoir, les intellectuels ont pour vision de développer leur État. Qui mettez-vous dans les intellectuels? Ah oui, ce sont ces hommes civils qui arrivent au pouvoir. Ce sont ces hommes civils qui proposent aux populations un mode de gestion de la cité auquel les populations adhèrent, et ces hommes sont à la tête des États. Et nous allons remarquer qu'après les indépendances, à un moment donné, ces intellectuels vont échouer. Quand ils vont échouer, les militaires vont prendre le pouvoir. Vont-ils réussir? Et aussi. Donc voilà, quand les militaires prennent le pouvoir, également les militaires aussi, d'une façon ou d'une autre, vont échouer. Le modèle du Bénin est un modèle bien fait pour dire que les militaires n'ont pas forcément échoué. Mais ailleurs, les militaires ont échoué. Et on va se retrouver par exemple au Congo avec plusieurs situations dans lesquelles on pourra pas, sur lesquelles on ne pourra pas revenir aujourd'hui. Mais ce que je peux dire, le premier élément, c'est l'échec des intellectuels. Autre conséquence qu'on peut avoir, c'est au niveau économique. Nous allons constater rapidement que les économies vont connaître des difficultés. Le chômage va revenir. Les populations vont avoir une économie réduite. Et, comme on le dit, les investisseurs vont donner d'eau. Et quand les investisseurs vont donner d'eau, vous allez avoir votre État, qui ici encore n'est pas visé par des sanctions économiques, parce que la situation dans laquelle, ou bien les conditions dans lesquelles vous arrivez au pouvoir n'est pas recommandée.
vous allez constater que vos États vont connaître un affaiblissement de leur économie. Voici quelques conséquences qu'on peut avoir, mais aussi, comme on le dit, la jeunesse elle-même. La jeunesse africaine qui, dans sa croissance, avait pour espoir qu'il y ait un État démocratique dans lequel il pouvait s'investir, dans lequel il pouvait avoir maturation. Cette jeunesse est obligée de s'exporter. Parlons toujours de l'impact sur le développement. On imagine qu'il a dit au plan économique, au plan du processus démocratique, au plan peut-être de l'éducation, tout va prendre un coup lorsqu'il y a des coups d'État qui s'installent. Clairement, les conséquences sont énormes. D'ailleurs, au niveau de développement, moi je vais prendre un exemple spécifique, par exemple ce qui concerne la Guinée-Conakry, qui a subi aussi un coup d'État, ou du moins qui est dans cette même situation que le Mali, ainsi de suite. Aujourd'hui, un exemple qu'on peut prendre, c'est que la Banque africaine de développement a suspendu ses activités au niveau de la Guinée. Donc vous voyez, quand je dis que ça met en mal, les coups d'État mettent en mal les pays, voilà un exemple palpable. Dans ce sens que ça va interrompre tout ce qu'il y a comme activité de développement qui est mise en œuvre au niveau de la Guinée. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un projet, mais au bout d'un moment, la Banque africaine ayant gelé ses activités, a dit, bon, écoutez, on ne peut pas continuer à financer la Guinée jusqu'à ce que la situation entre en ordre. Pourtant, si on avait si vous voulez, on avait un gouvernement militaire, un gouvernement civil qui était mis en place, qui continuait le processus, vous voyez que ça allait continuer, ça n'allait pas interrompre. Donc ça, c'est un cas. Au niveau de l'éducation, évidemment, il y a aussi des conséquences. Au niveau de l'économie, à tous les niveaux. Parce qu'il y a aussi, dans la zone CEDEAO, il y a ce qu'on appelle la circulation des personnes et des biens. Mais la fermeture des frontières, la suspension des vols, ainsi de suite, ça crée des conséquences négatives sur l'économie du pays. Donc quand on prend des pays, la plupart du temps, ce sont des pays qui ne sont pas économiquement trop forts, comme par exemple le Niger, comme le Mali, comme la Guinée, et qui subissent ces conséquences-là. Donc ça fait que ça joue énormément sur les populations, sur l'économie de ces pays. D'accord, parlons de l'arbitrage de la CEDEAO. Lorsqu'il y a des coups d'État, quel est le rôle de la CEDEAO et comment est-ce que cette institution-là s'y prend ? Le rôle de la CEDEAO au départ, c'était de faire en sorte que les États aient une économie sécurisée. Aujourd'hui, avec la recrudescence ou bien la fréquence des coups d'État, la CEDEAO va essayer de réguler le fonctionnement des États de sorte à ce que les coups d'État s'arrêtent. Et ça passe par des sanctions. Mais le problème que je pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ces sanctions ont leur place. Atteignent le but. Est-ce qu'ils atteignent leur but? Parce que ceux qui viennent au pouvoir, ce n'est pas toute la population. C'est vrai, même quand souvent la population salue ces coups d'État, vous allez voir que quand on stoppe la circulation des biens et des personnes, ce sont les populations encore qui ressentent ces situations. Ce sont les populations qui perdent dans ce contexte. Donc, est-ce que la CEDEAO fait son rôle d'arbitre? C'est difficile à le dire parce que souvent aussi, d'un côté la CEDEAO sanctionne et de l'autre la CEDEAO salue. On voit des situations où la CEDEAO parle de coup d'État salutaire. On voit des situations où la CEDEAO passe sans sanctionner. Comment on comprend que la CEDEAO sanctionne le Mali parce qu'on est en situation de coup d'État et la CEDEAO tolère le Burkina? Vous voyez qu'au Burkina, il n'y a pas eu de sanctions. On a attendu que la gente qui arrive au pouvoir propose une transition. Et elle a proposé une transition de 3 ans. Mais c'est jusque là, sans réponse de la CEDEAO. Alors qu'au Mali, parce que les gens sont passés d'une alternance de 6 mois à 5 ans, on a eu sanction de la CEDEAO. Donc voici quelques éléments qui font que la CEDEAO perd un peu sa crédibilité dans la gestion de ces crises. Elle perd sa crédibilité. On critique beaucoup la CEDEAO ces temps-ci. Oui, on peut le dire, on critique la CEDEAO, c'est vrai, à tort ou à raison, hein, bien évidemment, ça dépend de là où est-ce qu'on se situe. Mais moi, je vais être moins critique sur cet aspect parce que quand monsieur dit que la CEDEAO n'a pas sanctionné le Burkina, je ne pense pas forcément parce qu'il y a eu déjà la suspension du Burkina Faso dans la participation des activités de la CEDEAO. Donc déjà, c'est un premier pas. À côté de cela, on attendait, je veux dire, la CEDEAO a attendu qu'il y ait un chronogramme qui soit fixé. D'ailleurs, pour le Mali, ce n'était pas nécessairement
le coup d'État au départ, qui était déjà sanctionné, mais c'est déjà ce qui est entré en ligne de compte, c'est la durée de la transition. Le non-respect. Voilà, le non-respect de la transition. Donc déjà, ça pose un problème à partir de ce moment-là. 5 ans, c'est la durée des mandats constitutionnels. Et donc la CEDEAO se dit que ça ne peut pas aller jusqu'à ce stade-là. Alors, en ce qui concerne les critiques formulées contre la CEDEAO, évidemment, moi j'ai un point de vue différent parce que la CEDEAO fait un travail. Mais la CEDEAO n'est pas une armée, ou même la CEDEAO n'a pas une armée en tant que telle. Je l'ai dit dans le sens où la CEDEAO va contribuer à mettre en place les processus démocratiques. La CEDEAO dispose par exemple d'une plateforme qui regroupe tous les acteurs des commissions nationales électorales dans la zone CEDEAO pour pouvoir conduire les processus électoraux dans les différents pays. La CEDEAO va accompagner les processus démocratiques dans les différents pays. Mais quand on a eu par exemple le cas de la Gambie, quand Yahya Jammeh refusait de partir après les élections, on a vu ce que la CEDEAO a fait pour pouvoir contribuer à rétablir l'ordre constitutionnel. Donc il y a un travail qui est fait. Ce travail n'est pas certainement suffisant et on peut le dire, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est fait et on peut peut-être voir le verre à moitié plein ou à moitié vide selon où on se situe. Mais je crois qu'on peut améliorer, la CEDEAO doit et devrait améliorer son travail. Je a parlé de perte de crédibilité de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous pensez? Je dis que la CEDEAO perd sa crédibilité dans sa démarche, dans sa manière de tergiverser, dans sa manière de faire 2 poids 2 mesures. Et quand ces propositions ne sont pas suivies. Voilà, elle perd sa crédibilité. Je ne dis pas que la CEDEAO ne fait pas un travail. Si elle existe jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que, évidemment, il y a un bilan. Donc la CEDEAO fait ce qu'elle peut. Mais ce que je dis, dans sa démarche, elle perd au fur et à mesure sa crédibilité vis-à-vis des États. Aujourd'hui, vous voyez que la sanction au Mali, les différentes sanctions au Mali, c'est différent de ce qu'on a vis-à-vis du Burkina. Et quand on parle de transition, les transitions, les autorités maliennes ont fait asseoir la société civile. Et la société civile, avec le peuple, ont choisi que ces autorités restent pour 5 ans. Il ne revient pas à une organisation aussi puissante qu'elle soit de définir le durée d'une transition d'un État. S'ils ont changé le fonctionnement du processus dans leur État, c'est parce qu'ils ont évalué l'urgence. Et donc, ils pensent qu'il y a problème. Et comme il y a problème, il va de soi qu'ils puissent régler, à partir du diagnostic qu'ils posent, puissent régler les situations selon le délai qu'ils pensent pouvoir être tenables. Et par exemple, quand la CEDEAO prend des décisions qui ne sont pas appliquées, quand elle décide de certaines choses et que les gouvernements en question installés refusent, que pourrait faire la CEDEAO dans ce genre de situation, puisqu'on parle de perte de sa crédibilité? Elle n'a pas une armée comme l'autre l'a dit. Oui, elle n'a pas une armée, et ça, il le dit bien. Moi, je pense également que la CEDEAO doit s'investir dans la prévention. Il ne faudrait pas qu'on arrive à des gravités et qu'après, on puisse prendre des sanctions. Ce n'est pas suffisant pour le développement d'une région ouest-africaine comme la nôtre. Parce que de toutes les façons, dans cette région, il n'y a que quelques États qui tiennent, qu'on appelle, qui tiennent la tête. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas dans la prévention? Si on n'est plus dans la prévention, on ne peut pas continuer à faire face à des situations de coup d'État. Vous voyez quand la CEDEAO prend des sanctions économiques, mais ces sanctions économiques ont un impact même sur les autres régions de la CEDEAO. Voilà. Non, mais dans une situation, si vous voulez, de conflit ou de gestion, c'est comme on le dit couramment, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, quand on veut régler, il faut à un moment donné, je vais dire, déranger. Mais quand vous parlez du rôle de la CEDEAO, vous avez sorti un mot qui est important, c'est la prévention. Et effectivement, la CEDEAO s'inscrit dans cette logique-là. À la CEDEAO, par exemple, il existe un département qui se charge de ce qu'on appelle le département chargé de l'alerte précoce. Et son travail, c'est de pouvoir anticiper ces cas de figure-là. Et aussi proposer des mesures. Mais encore une fois, ça peut ne pas être suffisant. Et là, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que ces propositions, ce travail qui est fait par la CEDEAO n'est pas suffisant. Mais dire que peut-être c'est pas forcément, et c'est sur cette base-là, je veux dire, c'est ce discours populiste que tiennent certaines personnes, je leur concède, mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut comprendre que la CEDEAO va jouer son rôle, tout comme les institutions, comme l'Union africaine, comme l'ONU, ainsi de suite. Aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer en Ukraine. L'ONU se retrouve impuissante, malgré tous les appels et ainsi de suite qui ont été faits. Donc, la CEDEAO va faire son travail, mais ce n'est pas forcément suffisant. Alors, ce qu'il revient de faire, de comprendre, c'est que les États ont cette autonomie-là de pouvoir conduire le peuple, de pouvoir amorcer le processus démocratique
le processus de développement. La CEDEAO va les accompagner. Le rôle principal de la CEDEAO, c'est favoriser l'intégration régionale, l'intégration économique et puis favoriser le développement des États membres. Donc vous voyez que ce n'était pas nécessairement à la base dans ce rôle-là que la CEDEAO s'était inscrite, mais évidemment on ne peut pas faire le développement sans toutefois aborder ces questions-là. Donc la CEDEAO va s'inscrire de cela. Mais encore une fois, il est important de reconnaître que ce travail que fait la CEDEAO n'est pas suffisant, ça doit être amélioré, mais des efforts aussi sont faits qui sont aussi peut-être très peu communiqués, mais qui contribuent aussi à renforcer la cohésion, renforcer la démocratie dans la zone CEDEAO. Qu'en est-il de la population, de la société civile, qui, comme vous l'avez dit, parfois applaudit les coups d'État, mais qui paye le plus lourd tribut? Il y a une junte militaire qui est installée, la CEDEAO fait ce qu'elle peut, ça peut être jugé d'une façon ou d'une autre, mais la population qui donne le pouvoir, la population qui, dans un processus démocratique bien installé, donne le pouvoir, devrait réagir, devrait intervenir, ou bien, selon vous, elle est embrigadée, que se passe-t-il réellement? La population n'est pas embrigadée. Vous savez, la population ne peut que donner le pouvoir parce que les intellectuels ont échoué. Vous savez que l'éveil des consciences, quand ça a commencé en Afrique, l'objectif c'était de confier les territoires africains aux intellectuels qui avaient reçu formation à l'extérieur. Quand ils arrivent, ils devaient pouvoir gérer la cité. Quand ils ont échoué, la population ne savait plus à qui se vouer. Et là, on confie le pouvoir aux autorités militaires. Et les autorités militaires, il faut qu'on me peuvent. Et vous savez que quand c'est militaire, il n'y a pas de débat d'idées. Voilà. Et donc la population ne devait pas confier le pouvoir aux militaires, mais n'a pas le choix. Mais est-ce que vous pensez que la population le leur a confié vraiment? Est-ce que les militaires ne se sont pas arrachés le pouvoir? Les militaires récupèrent le pouvoir. Au gré ou contre le gré de la population? Au Mali, au Burkina, en Guinée, les militaires ont récupéré le pouvoir. Ils n'ont pas demandé l'avis des populations. Mais les populations applaudissent parce que les intellectuels qui étaient là en ce moment ont échoué. Soif de changement, soif de voir autre chose. On veut que ça change. Et en même temps qu'on veut que ça change, la population, à un moment donné, bon, là encore, on rentre dans des facteurs externes. La population, à un moment donné, veut aussi se séparer de la pression extérieure. Donc, on encourage à un moment donné. Mais après, on se rend l'évidence qu'il y a des difficultés, que ces militaires ne pourront pas faire face. C'est pourquoi on ne doit pas encourager un coup d'État. C'est pourquoi on ne doit pas encourager. Personne ici n'a envie d'applaudir un coup d'État. Et vous voyez en Afrique de l'Ouest, presque la majeure partie des pays ont déjà subi cette situation. Et comme nous sommes tous passés par là, nous connaissons les conséquences, nous avons vu à partir des expériences qu'il ne faut jamais encourager ces situations. Et les populations ne devaient pas s'inscrire dans cette démarche. Est-ce qu'il y a un effet de contagion après le Mali, on est au Burkina, est-ce que ça pourrait donner des intentions à d'autres militaires dans d'autres pays? Non, clairement, il y a cet effet de contagion qui, heureusement ou malheureusement, est en train de s'étendre. Je dis heureusement dans le sens où certaines personnes pensent que c'est parce que ça a été mal géré dans ces pays-là qu'il y a eu les coups d'État. Et je suis d'accord en tout cas pour la Guinée-Conakry. Malheureusement, le désir de s'éterniser au pouvoir au-delà du mandat constitutionnel, la durée constitutionnelle du mandat qui a entraîné cela. Mais malheureusement dans le sens où dans certains pays, les forces armées se rendant compte que c'était aussi facile de faire un coup d'État et puis partir sur la base de la transition, peuvent donc accéder au pouvoir, vont se lancer. On a vu que après le Mali, après la Guinée, il y a eu la Guinée-Bissau qui était en train de suivre. Dieu merci, ça n'a pas abouti. Mais bon, c'était ça qu'il fallait interrompre. Donc, effectivement, il y a cet effet de contagion, ou du moins de contamination. Mais malheureusement, ou du moins heureusement, ça n'a pas abouti. Au niveau du rôle de la société civile, il faut aussi signaler qu'il y a aussi cette ambiguïté. Il faut avoir le courage de le dire tout net. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on comprenne une chose. La société civile a pour rôle de servir, si vous voulez, d'éléments, d'acteurs qui accompagnent l'État dans son rôle. Mais quand la société civile veut se substituer, un partenaire exactement, quand la société civile veut se substituer, ou du moins quand les acteurs de la société civile qui ont donc ce mandat-là de pouvoir accompagner l'État, s'érigent en opposant ou peut-être viennent s'immiscer dans la gestion de l'affaire politique, de la gestion politique, ça pose problème. Certaines personnes en Guinée, aujourd'hui en Guinée-Conakry, je prends toujours cet exemple parce que j'ai beaucoup regardé, je vais suivre l'évolution de la situation là-bas. Aujourd'hui, le président de la transition, du Conseil national de transition, pas le militaire, je vais dire au niveau des civils,
c'est un acteur clé de la société civile, Dr Dansa Kourma. C'est un acteur clé de la société civile qui a travaillé au sein de la zone CEDEAO avec le Forum ouest-africain de la société civile à pouvoir régler ces questions. Il est aujourd'hui mis comme un acteur qui va conduire la transition, en tout cas la phase civile. Donc vous voyez que ça pose un problème. On se demande, est-ce que c'est dans l'intérêt de la population de pouvoir le faire? Si tant est que le désir, c'est de pouvoir rendre neutre le rôle de ces acteurs-là, c'est pour ça qu'on confie à des acteurs de la société civile, c'est tant mieux. Mais si c'est dans le sens où ces acteurs-là sont considérés comme ayant joué un rôle, donc c'est une façon de les récompenser, à partir de ce moment-là, ça pose problème. Donc pour résumer, je dis qu'il faut que la société civile prenne conscience de son rôle et joue à un moment donné le rôle qui est le sien, qui est pouvoir décrier la situation quand elle est à décrier, et accompagner quand elle est accompagnée, parce qu'en fin de compte, elle demeure un partenaire pour pouvoir amorcer les processus de développement et pour accompagner aussi les initiatives qui sont mises en œuvre. D'accord, très bien. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, il ne nous reste que 30 secondes. Monsieur Blimarius, quelles sont les leçons que vous tirez en moins de 30 secondes par rapport à ces différents coups d'État? Ce qu'il faut retenir, c'est que les coups d'État, ce n'est pas bon. On ne doit pas encourager. Et puis ce qu'il faut retenir ici, c'est que les Africains doivent apprendre à marcher dans la démocratie. Ils doivent apprendre à respecter les institutions qui se sont choisies. Et puis, ils doivent apprendre à faire confiance à ces institutions. Il n'y a aucun complexe dedans. Voilà. Donc, nous, ce que nous pouvons donner comme conseil à tous ces États, à tous ces conseils nationaux de transition ici et là, c'est que ce n'est pas le Conseil national de transition qui va faire la transition. Ce sont les acteurs politiques, les acteurs de ce pays qui vont choisir eux-mêmes de respecter les principes démocratiques qu'ils auront mis sur pied. C'est ce que le Bénin a fait et ça a marché au Bénin. Aujourd'hui, on a alternance au Bénin. Il n'y a pas encore eu de coup d'État après Kérékou jusqu'à nos jours. De 1972 à aujourd'hui, ça marche au Bénin, ça peut marcher ailleurs. Merci Blimarius. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste du processus démocratique et de la coopération militaire. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous également merci à Émile Bella-Kouakou, consultant en développement international, spécialiste en coopération au développement et désormais consultant pour nos émissions sur Medi TV Afrique. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi TV Afrique.